Élise Gravel, merci de nous accueillir. Vous êtes, et c'est le moins qu'on puisse dire, prolifique. Je lisais sur ce que vous avez publié depuis quelques années. Savez-vous, est-ce que vous tenez le compte, d'abord, de combien de publications vous avez fait? Je le tiens plus. C'est très gênant, mais on me dit que c'est au-dessus de 60 livres en tout. C'est samedi. Ada se réveille de mauvaise humeur. Je déteste les samedis. Élise Gravel capte et mousse l'imaginaire des enfants depuis 20 ans. Si Viviane, ma dernière de 8 ans, aime la lecture, c'est grâce à cette femme remarquable. Bonjour Élise Gravel. Dans ton livre Olga 1, ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'était la phrase ici quand elle rencontre Charlie. Ses cheveux donnaient l'impression d'avoir été dessinés par un enfant fâché. Oui, des petites phrases amusantes et bien ciselées que les enfants retiennent, des morceaux d'imaginaire qui allument des étoiles dans leurs yeux. Et les livres d'Élise Gravel forment toute une constellation dans le monde de l'édition. Je parlais à un libraire samedi. Je suis allé dans une librairie, une petite librairie dans les Laurentides. Puis j'ai dit, montre-moi tes titres d'Élise Gravel. Puis là, il m'a sorti à peu près 40 livres. Puis il dit, ça roule. C'est parmi les auteurs qui roulent le plus. J'en recommande tout le temps. Lui m'a dit, par exemple, le livre sur les champignons, moi, ça n'aurait jamais marché. Mais elle a une touche qui fait qu'elle peut aborder tous les sujets, puis c'est simple. C'est un don, la simplicité. Non? Bien, en fait, c'est très compliqué. Je ne sais pas si c'est un don dans mon cas, peut-être, mais je pense que ça se travaille, là, la vulgarisation dans tous les domaines. C'est des sujets, des fois, complexes que j'aborde, des sujets scientifiques, des sujets politiques et tout ça, qu'il faut qu'un enfant de 4 ans comprenne. Ça m'aide d'être maman et ça m'aide d'être immature aussi, puis d'avoir un trouble de déficit de l'attention. Fait que si je suis capable de me suivre moi-même ou si je me trouve intéressante longtemps, ça veut dire que probablement je vais connecter avec un enfant. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, j'ai un trouble de déficit, c'est presque devenu... Vous, c'est vrai, là. Oui, c'est vrai, j'ai un diagnostic et tout ça, oui. Puis c'est assez clair que j'en ai un, là, qui me sert, je pense, en tant qu'artiste, c'est utile parce que j'ai beaucoup d'idées. Le think outside the box est très là, mais aussi l'hyper-focus. Quand j'ai une idée, il faut que je la fasse, tout de suite, il faut que je l'amène à terme, puis sinon je me tanne. Fait que c'est pour ça que je produis vite comme ça. Mais oui, j'en ai un, puis la spontanéité aussi, il faut qu'elle soit là. Puis je pense que ça m'aide aussi à vulgariser, en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'aide à toujours garder en tête comment garder l'attention de quelqu'un qui n'en a pas beaucoup. Là. Ça m'aide de savoir comment un enfant fonctionne en termes de concentration. Et comment vous choisissez vos sujets? Parce que ça va, vous l'avez dit, de sujets très sérieux comme les réfugiés. Un très beau livre, vous expliquez aux enfants la guerre, dans le fond, puis les conséquences de la guerre, à les moustiques, oui. aux champignons. Les patates à vélo. Les patates à vélo. Ça vous vient comment? Bien, il y a eu une progression, je pense, dans ma façon de travailler. Là, mon premier livre, c'était une surprise, qui est le catalogue des gaspilleurs. Puis ça, c'était un travail de pratique, d'exercice de style en illustration. Parce que je commençais à faire de l'illustration, puis j'avais pas de style. Donc, je me suis donné des faux clients, puis j'ai inventé des publicités, des concepts publicitaires à réaliser en illustration. Fait que j'ai inventé toutes sortes de niaiseries pour me faire du fun en même temps, pour être capable de me pratiquer. Puis quand j'ai fini ça, je me suis dit, hey, peut-être que les enfants aimeraient ça. Puis après l'avoir fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel d'éducation sur la surconsommation. On nous propose pas mal d'affaires dont on n'a pas besoin dans la société. Ça gaspille, ça nous fait perdre notre argent, puis tout ça, puis c'est pas bon pour la planète. Puis les profs ont commencé à l'utiliser pour parler de ça aussi. Puis moi, j'ai aimé ça parce que c'est un message qui me tient à cœur, moi, l'environnement aussi, la surconsommation, tout ça. Puis après ça, je me suis rendu compte que je pouvais très bien combiner les deux, là, faire des trucs absurdes, juste pour le fun, mais il y a tout le temps un message après. Je me suis mis à apprécier beaucoup ma tribune. Je me suis mis à apprécier le fait que j'avais une façon de parler aux enfants puis de passer des messages qui fonctionnaient, que les enfants écoutaient, que les profs appréciaient, que les parents appréciaient. Je me suis mis à le faire de façon plus consciente. Là. J'ai choisi des sujets. Stéréotypes sexuels, oui, par bien ça, exemple. c'est le premier, en fait. C'est le premier Vous sujet. dites
les garçons peuvent être sensibles, puis les Oui. filles peuvent péter, là, tu sais. Oui. Des images, là, justement, qui vont frapper. C'est Là, ça. vous développez là-dessus, Oui. mais sans que ça soit trop lourd. Vous dites, oui, j'ai un message à passer, mais il faut que ça soit ludique encore. Il faut, oui. Les filles peuvent péter, puer, être en colère et tout ça. Ça, j'avais fait ça en entendant une entrevue à Radio-Canada, je me souviens plus avec qui disait que les filles et les femmes avaient encore, il y avait encore un stigma, c'est un stigma, Oui. à être fâchées. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas exprimer beaucoup. C'est pas très bien toléré, les femmes qui expriment la colère. Puis moi, je suis une maman de 2 filles. Et moi aussi, j'ai l'impression que je ne peux pas l'exprimer. Souvent, ça ne sera pas bien accueilli. Fait que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour les filles, là, pour leur dire, hey, t'as le droit. C'est comme ça qu'est née sa première affiche, un message destiné à ses 2 filles, qu'elles pouvaient être ce qu'elles voulaient. Les affiches se sont ensuite enchaînées, comme un exutoire pour son côté engagé. Le respect et la différence, les changements climatiques, l'autisme, l'intimidation, l'amitié et les erreurs. Et les affiches d'Élise Gravel voyagent maintenant partout dans le monde. Les affiches gratuites que je fais, c'est une énorme partie de ma carrière en ce moment. Ça me fait rentrer dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les ruelles. J'ai vu mes affiches imprimées dans des ruelles plastifiées sur des poteaux. Puis je me disais ça. Puis ça, on m'écrit de partout dans le monde. On les traduit. On me dit, j'ai tes affiches en catalan. Ça voyage partout. Puis offrir des ressources aux écoles, aux profs, puis aux parents qui n'ont pas nécessairement, qui ont pas les moyens de se trouver ça, là. On me le demande, ça me fait plaisir de le faire. Puis j'ai envie de faire plus de ça. C'est mon engagement politique personnel. Il sort là-dedans. Et comment vous tracez la ligne entre cet engagement-là que vous avez, puis que vous avez envie de partager des valeurs, puis combattre, en fait, certaines choses, les inégalités, le sexisme, etc. Comment vous tracez la ligne entre ça puis l'art? Parce que, souvent, on disait qu'il y a des émissions pour enfants pendant une période, ça a été trop à message, puis on voulait rentrer le message éducatif, et on perdait la fantaisie, on perdait le côté fanfreluche, vous êtes trop jeune, là, mais qui racontent des histoires pour des histoires, puis il y a peut-être des morales, mais elles sont loin derrière. Comment vous réconciliez le côté auteur, je raconte des histoires que les enfants ont envie de lire, puis en même temps, je veux passer des messages? Bien, je trouve ça difficile. C'est quelque chose qui me travaille un peu tout le temps. Puis j'alterne, là. Souvent, j'ai un sujet qui va... moi-même, j'ai beaucoup de sujets qui me touchent. Ça me fâche ce que j'entends, ce qui se passe dans le monde m'effraie. Il y a un côté de moi qui veut partager ce message-là. J'en ai besoin pour me faire du bien à moi. C'est du bénévolat, c'est de l'action sociale, de l'engagement. J'ai besoin de faire ça. Des fois, je fais ça pendant un petit bout de temps. Je fais quelques livres sur des thèmes vraiment précis. Puis après, je trouve ça lourd. Moi-même, je suis comme, là, moi, j'ai besoin de m'amuser aussi. Moi, je lis pas pour m'informer seulement. Je lis pour m'informer. Je lis des documentaires, mais je lis aussi des romans policiers juste pour décrocher. Les enfants, ils ont besoin de ça aussi. Fait que j'alterne entre les deux, mais des fois, dans le même livre, il y a moyen d'alterner aussi puis de faire quelque chose qui est éducatif sans que les enfants s'en rendent compte. Faisons une parenthèse sur les réfugiés, là, parce que ça, en ce moment, avec la guerre en Ukraine... Un réfugié, c'est une personne comme toi et moi. Les réfugiés ont dû quitter leur pays parce qu'ils s'y étaient en danger. Certains sont partis pour échapper à la guerre. D'autres se sont enfuis parce que le gouvernement au pouvoir n'aimait pas leur opinion et leur voulait du mal. Si on a besoin d'un instrument pour expliquer aux enfants pourquoi, quand il y a des guerres ou des famines ou des crises économiques, il y a des gens qui cherchent un monde meilleur. C'était ça votre moteur? Vous vouliez expliquer quelque chose qui peut paraître complexe à des enfants très jeunes? C'est que ça c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est d'aider les enfants à connecter avec ce qu'ils entendent. Des sujets dont ils entendent parler, ils entendent la guerre, ils entendent les réfugiés, ils n'ont aucun pouvoir, les enfants, là-dessus. Ils ne savent pas de quoi on parle, mais ils savent que ça a l'air vraiment inquiétant. Et je trouvais que ce livre-là a été écrit avant la guerre en Ukraine, évidemment. Je trouvais que les enfants entendaient ce mot-là tout le temps, mais dans les médias, c'était mentionné comme un problème. La crise des réfugiés, le problème des réfugiés, qu'est-ce qu'on fait avec les réfugiés, comme si c'était un problème, mais c'est des êtres humains. Puis je me disais, je veux pas que les enfants apprennent qu'un réfugié, c'est un problème ou une crise. Je veux qu'ils apprennent que c'est un être humain. Il y en a dans leurs écoles, là. Il y a des classes d'accueil ici au Québec. Je voulais que les enfants apprennent, c'est une personne comme toi, là,
a juste vécu des choses difficiles puis différentes, tu sais, puis comme ça, pour qu'ils puissent connecter avec les réfugiés. Fait que c'est quelque chose que je veux communiquer avec les enfants. Je veux faire un pont entre ce que les adultes discutent et ce que les enfants peuvent comprendre pour générer l'empathie. C'est des petits qui lisent ça, là, 4 ans des fois. Là. Ouais. C'est un sujet lourd qui fait de la peine. C'est difficile, c'est épeurant. C'est quelque chose qui peut être lourd à prendre pour un enfant. Je ne peux pas mettre des blagues là, dans le livre sur les réfugiés. C'est impossible. Je ne peux pas faire passer ça de façon ludique. Donc, ça va tout passer par l'empathie. L'empathie, les enfants en ont. Ça leur vient naturel. L'empathie pour le réfugié, mais l'empathie pour le lecteur aussi. L'enfant a besoin qu'on lui amène ça avec douceur pour qu'il puisse, comment dire ça, absorber cette souffrance-là des autres sans prendre ça sur ses épaules aussi, parce que ça peut être... Sans se sentir coupable. C'est ça. Tu n'es pas responsable, mais tu es responsable d'essayer de comprendre ce qu'ils vivent puis d'essayer de te mettre dans leurs souliers un peu, au moins pour ne pas voir l'autre comme un danger ou comme une menace. Ou c'est un ami potentiel. Là. Donc, vous allez alterner comme ça entre des affaires farfelues oui. et des choses trucs plus sérieuses, mais avec une transposition enfantine. Voulez-vous que je vous parle de mon prochain sujet sérieux? Alors, le prochain sujet sérieux qui s'en vient, ça va être un livre pour plus vieux sur la désinformation, les fake news, sur... Sur Trump? Bien, je l'ai mis dedans, mais il est déguisé. Je ne sais même pas si les enfants vont savoir c'est qui. Bon, sûrement qu'ils vont encore savoir c'est qui. Mais c'est pour les, mettons, 5e, 6e année. Puis ça, c'est un sujet qui me faisait vraiment... Ça me tient vraiment à cœur, le fait... la peur de la science, la peur des médias. It's all fake news. Toute cette méfiance-là, c'est super important pour moi que les enfants apprennent tout de suite à déterminer ou à se trouver des outils, en fait, pour déterminer c'est quoi une vraie nouvelle, c'est quoi une information scientifique, comment on fait, en fait, pour démêler tout ça. Il va sortir chez Chronicle Books aux États-Unis. Eux autres, ils voulaient le sortir avant les midterms. Ils trouvent ça important à ce point-là de parler aux enfants. Wow. Donc, il sort en septembre aux États-Unis. Il va sortir chez Scholastic ici. On essaie de le sortir plus ou moins en même temps. Mais ça, c'est un livre dont je suis vraiment très fière. Puis je l'ai rendu très drôle. Ça va être super drôle. J'invente des théories de conspiration hilarantes, des fake news qui ressemblent juste assez à ce que les enfants vont pouvoir voir dans la réalité pour qu'eux fassent un lien sans qu'ils sentent que, regarde, ça, c'est une fausse nouvelle, puis ça, c'est une vraie, tu sais. Ils vont pouvoir eux-mêmes voir ce qu'on essaie de leur vendre là, en termes de médias. En 2021, 5 livres d'Élise Gravel se retrouvent dans la liste des 50 titres les plus vendus au Québec. Une patate à vélo, par exemple, publiée en 2016, a largement dépassé la barre des 100 000 exemplaires vendus. Un exploit dans le monde de l'édition, tout genre confondu. Le livre est traduit dans une vingtaine de langues. Élise Gravel est une rockstar de l'édition pour enfants, ici au Québec évidemment, mais aussi de plus en plus aux États-Unis. Son livre apparaît sur les fausses nouvelles, les fake news, pour paraphraser Trump, s'annonce comme un grand succès à l'automne et publié en anglais lui permet d'avoir le luxe de ralentir. Anglais-français, ça c'est intéressant parce que là, vous êtes rendu à un niveau où vous publiez en anglais. D'abord. D'abord, en français ensuite. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup plus d'argent, comme ça. Si je le fais aux États-Unis, d'abord, les avances sont vraiment beaucoup plus grosses. Donc, je peux me permettre de vivre de ça, de faire un livre puis d'en vivre. Ici, au Québec, c'est beaucoup plus difficile d'en vivre. Pas pour moi maintenant, je pourrais, là, mais c'est rare là, dans l'illustration puis dans le livre jeunesse. Là. Mais il y en a que je fais seulement au Québec. Il y a des livres que je fais parce que, pour moi, ça, c'est un livre québécois. C'est un livre canadien. Okay. Puis je le fais ici avant. Donc, ça dépend, mais c'est une question, évidemment, c'est une question de gros sous. Parce que si vous n'aviez que les revenus pour des livres que vous avez vendus au Canada, au Québec, vous ne vivriez pas de ça vraiment. Mais, moi, oui. Moi, maintenant, oui. Oui. Maintenant, oui, mais assurément, je veux dire, c'est... le livre d'enfant vous permettrait là, de vivre bien? Moi, je pourrais vivre bien ici avec seulement le Québec maintenant. Mais j'aurais... Depuis peu?
Depuis peu. Ça fait presque 20 ans que je fais des livres. J'aurais passé la plus grosse partie de ça à... je devais prendre d'autres contrats, des contrats publicitaires, des trucs comme ça. C'est impossible, ça aurait été impossible, là. Quand je commençais, là, on avait 2000 $ d'avance pour faire un livre. Ça prend 6 mois faire un livre. Non, tu ne peux pas vivre de ça. C'était absolument impossible. Il fallait absolument faire des trucs alimentaires. Par exemple, une patate à vélo, là, vous en avez vendu combien? Puis combien ça vous aura... Pas si je peux vous demander ça, mais ça rapporte combien? Il y a beaucoup de travail là-dedans. C'est un gros succès. Les gens ont l'impression que peut-être vous faites une fortune. Je ne sais pas. Je sais pas. J'en ai 60 livres, donc je ne suis pas capable de tenir le compte de chacune de mes publications, puisque ça rapporte ou pas. Je ne sais pas pour la patate à vélo. J'aime pas vraiment ça, regarder ça non plus par détail de livre, parce que sinon, j'ai peur que ça me mette dans un mode d'esprit de « je vais faire un livre qui vend, là, je sais ce qui vend, puis ça me tente pas de faire ça pour ça, je veux faire des livres parce que le sujet me tente. » Puis, fait que je sais pas par livre, mais je sais que non, moi, j'ai pas du tout de problème d'argent. Puis au Québec, depuis quelques années, je pourrais vivre de ce que je fais au Québec seulement. Mais publier aux États-Unis, comme ça sera le cas pour le sujet sur les fake news, ça vous amène ailleurs quand même. Oui, puis ça me donne une énorme visibilité aussi. C'est super. C'est intéressant parce que c'est un marché absolument différent. Les éditeurs ne fonctionnent pas de la même façon. Le marché est vraiment différent. C'est beaucoup plus le fun de faire des livres au Québec. On a beaucoup plus de liberté. On a un marché absolument fantastique, mais aussi une culture du livre pour enfants qui est spectaculaire. Je fais des livres partout dans le monde, là. Il n'y a rien comme le Québec pour la liberté d'être déjanté, d'être absurde, d'être irrévérencieux. Vous voyez continuer à faire ça plusieurs années, sous cette forme-là. Est-ce que vous pensez à des produits dérivés, la télévision, des trucs comme ça? Non, mais je veux plus. J'ai essayé un peu dans le produit dérivé, mais j'ai des agentes. Moi, j'ai une agente aux États-Unis qui me pousse tout le temps pour la télé, pour les produits dérivés. Mais j'en ai fait quelques-uns, puis c'est pas quelque chose... J'aime pas ça. J'ai l'impression... Moi, je veux faire des livres. C'est ce que j'aime faire. J'aime faire des dessins, j'aime inventer des histoires. Le format livre me plaît beaucoup. Mais oui, je vais continuer, c'est certain, mais je garde encore mon objectif de ralentir. Souhaitez-moi bonne chance. Je ne sais pas si je vais réussir. Je veux promener mon chien, je veux cueillir des champignons. Peut-être faire juste comme 5 livres par année, ça serait suffisant. Je vais essayer. En cette ère de rectitude de la pensée, du langage et du choix des mots, certains éditeurs commencent à engager des réviseurs, même pour les livres qui s'adressent aux enfants. Si certains y voient avec raison une pente dangereuse, Élise Gravel assume son côté woke, pour reprendre le mot à la mode. Elle n'a aucun problème avec les remises en question, les doutes. Au contraire. On ne peut plus rien dire. Ça ne me dérange pas, moi, qu'on ne puisse plus rien dire. Je veux dire, on peut dire plein d'affaires, c'est juste est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à comment on le dit? Oui, ça me fait plaisir de réfléchir à quel mot j'utilise. J'ai pas de problème avec ça. Et évidemment, moi aussi, il faut que je fasse évoluer mon langage. Puis moi, il y a des blagues que j'ai faites dans certains livres que je voudrais pas... Je comprends pas pourquoi j'ai fait cette blague-là. Le monde évolue, puis moi aussi, je suis prête à évoluer, mais franchement, je pourrais pas dire que j'ai une créativité brimée, là. Je suis absolument libre, j'ai du fun, je veux être quelqu'un de plus sensible. Là. Je veux plus d'empathie, moi aussi, puis je veux comprendre mieux le monde qui m'entoure. Puis les enfants, la prochaine génération, ils vont avoir des sensibilités qui vont être différentes de la mienne, puis je veux suivre ça. Là. Moi, c'est correct pour moi de suivre ce qui s'en vient, puis ce qui n'est pas ce que moi j'ai appris. Je suis correct avec ça. C'est plein de choses extraordinaires. Des œufs de monstres, de la nourriture de monstres, et le plus chouette, les bébés monstres. De monstres. Est-ce que vous mesurez à quel point vous êtes dans les familles, dans beaucoup de familles du Québec, une vedette comme vous êtes? Les gens lisent vos livres, les mamans, les papas, les enfants. Vous êtes quelqu'un
qui est entré dans les familles. Oui, oui, je le sais. Puis je le vois de plus en plus. Je reçois beaucoup d'amour. Je reçois au Salon du Livre. Quand je vais dans les salons du livre, je me sens comme une rock star. J'ai des longues files d'attente, des gens qui, on dirait qu'ils vont s'évanouir devant moi. Mais j'ai des animaux, des toutous de mes monstres que les gens m'envoient. J'ai reçu hier matin une photo d'un gâteau que quelqu'un a fait. C'est une pile de mes livres, mais en gâteau. Il y a des enfants qui sont fans au point de demander des fêtes d'anniversaire sur le thème Élise Gravel. Fait que je me sens... je le sais que je rentre dans les familles, puis ça me fait extrêmement chaud au cœur. J'ai envie de continuer pour ça, en fait. Là. Je pense que le commentaire qui me touche le plus, c'est très souvent, je reçois souvent le commentaire de « mon enfant voulait pas lire, mon enfant ne lisait rien ». Puis depuis qu'ils ont trouvé vos livres, maintenant ils lisent. Ça, c'est le plus beau commentaire. J'ai réussi à toucher un enfant qui aimait pas la lecture, puis qui s'est mis à lire, puis des fois ça ouvre des portes. Ça, c'est un commentaire que j'ai eu qui... Je me tanne pas, là. Envoyez-moi ces commentaires-là. Allez-y. Ça me fait très plaisir. J'en ai eu des super beaux aussi. C'est des parents immigrants qui parlaient pas français qui m'ont écrit pour me dire mon enfant va à l'école. Moi, c'est difficile d'apprendre le français, mais mon enfant ramène vos livres à la maison, puis ils me les lisent, on les lit ensemble, on rit en français ensemble. Puis j'ai des témoignages comme ça, là, c'est impossible que j'arrête de faire ce travail-là. Je me sens utile dans les familles. Élise Gravel, ça a été un plaisir de vous rencontrer, vraiment continuer. C'est très inspirant ce que vous faites, en tout cas. Puis c'est intéressant de voir quelque chose qui fonctionne aussi. Merci beaucoup de m'avoir reçu en entrevue. À la prochaine. Au revoir. Merci.